L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Télé Grenoble vous donne la parole tous les jours du lundi au vendredi à 19h15, 20h15 et 23h15. Aujourd'hui, avec nos invités, on va parler des Brûleurs de Loup qui abordent en favori le dernier carré des playoffs et du championnat de France de ski sport adapté prévu ce week-end dans le Vercors. Pour parler de ces sujets, j'ai à mes côtés deux membres de l'équipe de France de sport adapté, Benoît Frécon et Mélanie Debona. Bonjour à tous les deux. Bonjour. En face de vous, Yves Frécon, le président du comité départemental de sport adapté. Bonjour Yves. Bonjour Thibaut. C'est vous qui serez à l'organisation de ces championnats de France qui débuteront ce mercredi dans le Vercors. Et puis un autre champion, c'est une émission très sportive ce soir avec Edo Terglav. Bonjour Edo. Bonjour. Vous êtes l'entraîneur des Brûleurs de Loup qui vont jouer dans les prochains jours la partie la plus importante de leur saison. Je salue également Delphine Gomez de Vif qui a remporté cette semaine les 200 € de bons d'achat offerts par notre partenaire, l'entrepôt du bricolage. Voilà, si vous voulez faire comme elle, il suffit d'aller sur notre site internet pour répondre à la question de la semaine que vous pourrez également retrouver à la fin de cette émission. Alors Edo, avec vous, on va parler hockey sur glace. Vous êtes l'entraîneur des Brûleurs de Loup depuis 2015. C'est votre troisième saison à Grenoble. Vous êtes slovène d'origine, mais vous avez fait une grande partie de votre carrière en France. Et de l'autre côté de nos montagnes, à Briançon. Oui, en 2004, c'est là que ma carrière en France a commencé à Briançon. J'ai joué 8 ans comme joueur professionnel, puis j'ai passé trois prochaines années comme entraîneur, deux années comme entraîneur assistant, puis ma dernière saison à Briançon comme entraîneur-chef. Alors, il y a une vraie rivalité entre Grenoble et Briançon depuis des années. Quand on a joué pendant 10 ans à Briançon, j'imagine que ce n'est pas si facile que ça de venir dans le club un peu ennemi. Oui, c'était une rivalité qui commençait très tôt. Quand moi j'arrivais, on sentait que Briançon-Grenoble, c'était toujours les matchs spéciaux. Puis quand il y avait dans les 2008-2009, on a joué les gros matchs contre Grenoble, puis il y a toujours Grenoble qui est passé devant, toujours Grenoble qui a eu le dernier mot. Puis, écoute, quand on est dans ce sport, puis pour moi, quand j'ai eu la chance de venir à Grenoble, écoute, c'était une fierté, puis une grosse opportunité pour moi, une grosse chance. Puis aujourd'hui, je suis là, puis c'est ça le sport. Et puis ça se passe plutôt bien, notamment ces 2 dernières saisons. On vous voit là sur la glace à l'entraînement avec vos joueurs. Voilà, c'est comme si un entraîneur de foot avait entraîné à la fois Paris et Marseille. Edo a fait Briançon et Grenoble. Je crois que d'ailleurs le premier but de votre carrière de joueur en championnat, vous l'avez marqué pour Briançon contre Grenoble. Ouais, c'est exactement. C'était à Grenoble, c'est mon premier match. J'ai marqué deux buts. En plus, je pense qu'on a gagné le match 4-3 en prolongation. C'était vraiment un bon début de ma carrière en France qui commençait. Bon, voilà, il y avait un signe en tout cas pour que vous ayez un lien avec ces deux clubs. Aujourd'hui, Briançon a disparu de l'élite, donc la rivalité est moins forte. Mais bon, peut-être qu'on reverra l'équipe, les Diables Rouges, revenir à haut niveau dans les prochaines années. En tout cas, vous êtes aujourd'hui à Grenoble et les Brûleurs de Loup abordent cette semaine la partie la plus importante du championnat, contrairement au football que j'évoquais tout à l'heure, où on joue le championnat tout au long de l'année. En hockey sur glace, il y a une phase régulière, mais la phase la plus importante, c'est les playoffs qui se concentrent sur quelques semaines. Oui, on vient de finir dimanche notre premier tour des playoffs, quart de finale contre Mulhouse. C'était une série difficile. Mais écoute, je trouve qu'on a montré beaucoup de caractère de passer à travers Mulhouse. Aujourd'hui, on se concentre déjà sur nos 12e adversaire, Bordeaux. Puis écoute, on s'attend à une demi-finale avec beaucoup d'émotions, difficile. Mais écoute, c'est à nous d'être prêts, de bien réagir, puis de jouer comme on est capable de jouer, qu'on a joué toute la saison. Puis je sais j'ai confiance en mon équipe qu'on va bien gérer la pression, puis bien gérer un match à la fois. Alors vous avez effectivement dominé la phase régulière en terminant premier du championnat. 77% de victoires, 194 buts marqués, meilleure attaque, 108 buts encaissés, meilleure défense. Là on voit des images d'un match contre Rouen en novembre dernier à la patinoire Pôle Sud avec un
un drôle de rituel. On jette les peluches sur le premier but du match. Hein. Oui, c'était un match spécial qu'on voyait. Ouais, c'était un match quand les premiers buts d'équipe maison, c'est là que les gens ils jetaient les peluches sur la glace. C'est un match spécial parce que c'est drôle parce que la première fois que ça arrivait, des matchs comme ça, il y a le même joueur qui a marqué le premier but. C'est les matchs un peu chanceux pour nous. Puis, écoute, c'est bon pour la suite. Bon, les peluches étaient offertes à des associations humanitaires. Cette phase régulière, elle se joue en double aller-retour. Les équipes se rencontrent 2 fois à domicile, 2 fois à l'extérieur. 44 matchs, c'est pas un peu long Mais si on regarde les autres championnats, maintenant, ça fait deux années qu'on joue 44 matchs dans la saison régulière. Pour les joueurs, c'est bien, parce qu'ils aiment jouer, ils n'aiment pas trop d'entraînement. Si on regarde d'autres championnats en Europe, ça joue tous à peu près en 50-60 matchs. Puis je pense que pour le hockey français, c'est un pas en avant qui est positif. Puis si on voit les gens à Grenoble, ils adorent le hockey, ils aiment ça venir là au match. On a vu à la maison, on a gagné 20 matchs sur 22. Écoute, c'est très positif pour cette équipe quand on joue à la maison. Puis écoute, il y a encore beaucoup de matchs qui sont à venir. On les voit là, les supporters. Hein, c'est vrai qu'ils en ont vu des matchs de hockey cette saison. Il y en aura d'autres à venir. Vous avez renoué avec le public grenoblois il y a quelques années, avant que vous arriviez. C'était pas forcément le grand amour entre le public et l'équipe. Là, les choses ont changé. Hein. Oui, on parle d'équipe qui a beaucoup de succès, mais derrière cette équipe, il y a aussi le public. Quand on gagne 20 matchs sur 22 à la maison, quand il y a le public qui te suit partout à l'extérieur, c'est les moments qui sont difficiles. Quand tu sais que tu as un public qui est derrière toi, qui te pousse, bien, c'est ce moment-là qu'on est meilleur. Puis on voit depuis maintenant 2 ans qu'avec la relation qu'on a avec ce public, à fin de tous les matchs, quand on gagne, les joueurs ils chantent avec les partisans, c'est vraiment beau à voir. Puis écoute, quand on sait que chaque match sont derrière nous, c'est encore plus facile de jouer. Yves, vous la connaissez bien, cette ambiance à la patinoire Pôle Sud, parce que, hasard des invitations dans cette émission, vous avez un patin dans le hockey sur glace professionnel. Hein. Oui, tout à fait, par mon autre fils, Mathieu, qui joue cette année à Angers et qui a joué avec Hugo à Briançon pendant 2 saisons. Edo et Mathieu jouaient ensemble oui. à Briançon. C'est un bon joueur, Mathieu Frécon? C'est un joueur du caractère. C'est un joueur qui jouait bien son rôle. Aujourd'hui, dans le hockey, on n'est pas que les marqueurs ou les joueurs vedettes. Pour avoir le succès dans une équipe, souvent, des fois, on ne parle pas beaucoup, mais c'est les joueurs qui jouent sur 3e, 4e bloc, qui jouent dans les avantages numériques, qui jouent bien défensivement. Puis quand tu es ce joueur-là dans une équipe, c'est là que tu peux te donner les chances de gagner. Puis Mathieu, c'est un joueur comme ça. Alors, il n'y aura pas de Angers-Grenoble en play-off, puisque Angers s'est fait éliminer de cette compétition. Les Brûleurs de Loup sont dans le dernier carré. Et vous le disiez, Edo, pour passer dans ces demi-finales, il fallait d'abord jouer les quarts. Vous jouiez contre Mulhouse, 8e de la phase régulière. Grenoble premier, a priori, sur le papier, ça paraissait facile et ça n'a pas été si simple. Hein. Bien, chaque série, c'est difficile. Il faut gagner 4 matchs. Il y a les hauts et les bas. On a joué contre une équipe qui était en confiance, une équipe qui 2 derniers mois, ils ont joué à haut tableau. Puis, écoute, pour moi, c'était bien de voir qu'on était derrière 2 fois. Il y avait souvent dans les matchs qu'on était en mauvaise position. Puis, on a toujours bien réagi. Puis, c'est un peu la force de cette équipe, c'est le caractère. Puis écoute, maintenant, on est passé cette équipe-là maintenant à la 12e étape qui commence vendredi contre Bordeaux. Puis je pense qu'on a beaucoup d'appris de cette première série. L'objectif, quand on termine premier de la phase régulière, c'est quoi? C'est le titre ou rien? C'est à deux. Il y a deux saisons dans une saison de hockey, la saison régulière, puis play-off. Puis les 2 saisons sont différentes. Pour nous, c'était fini premier. On a un avantage de glace pendant toutes les play-offs. Mais la saison, c'est une autre saison qui commence. C'est complètement différent. Tu joues contre la même équipe pendant 2 semaines. Il faut gagner 4 matchs. Chaque match, c'est différent. Puis c'est vraiment à nous de s'occuper de nous avant. La façon qu'on joue, d'être confiant, de ne pas trop
avoir les hauts et les bas, puis puis gérer les émotions. Hein. On a vu contre Mulhouse, ça joue pas grand-chose. Un moment, tu peux être bas, puis un moment, tu peux être très haut, puis faut être bien en place. Puis quand on voit l'équipe de Bordeaux, qu'est-ce qu'ils ont fait contre Gap, gagner 4 matchs de suite, c'est... Ils ont créé la surprise. Ils étaient 6e de la phase régulière. Gap, c'est le champion de France en titre. Et ils ont été éliminés par Bordeaux, que vous allez donc retrouver en demi-finale. Ces Bordelais, vous les avez battus 3 fois sur 4 en phase régulière. On va revoir quelques images du premier succès à Pôle Sud, 6-5. C'était en début de saison. Là aussi, sur le papier, vous êtes les favoris. Écoute, c'est que sur le papier. Hein. Après, Bordeaux... il y a eu quelques difficultés cette année avec les blessures, mais maintenant, ils ont trouvé toute l'équipe. On voit que c'est une équipe qui est en confiance. Ils ont battu Gap en 4 matchs. Mais encore, hein, c'est Bordeaux. Moi, c'est mon équipe. Je m'occupais de mon équipe avant. Préparer au maximum pour vendredi. Bon, ce premier match, il aura donc vendredi à Pôle Sud. Il y aura de toute façon un deuxième match le lendemain, toujours à Pôle Sud. Et après, vous irez à Bordeaux. Et puis, en fonction des résultats, c'est la première équipe qui remporte 4 matchs, qui passe donc en finale de la Ligue Magnus. Grenoble n'a pas gagné cette Ligue Magnus depuis pratiquement 10 ans. C'était 2009, l'année où les Brûleurs de Loup avaient raflé tous les titres existants. Edo, vous avez raté le début de ces playoffs, le quart de finale contre Mulhouse, les premiers matchs. Alors, vous aviez une bonne excuse, hein, vous aviez Jeux Olympiques au même moment. Hein. Oui, c'était les moments extraordinaires parce que pour un athlète comme pour un coach, c'est toujours un rêve de participer une fois dans la vie. Puis, moi, j'ai eu cette chance avec l'équipe slovène comme entraîneur assistant. Puis, écoute, on a vécu les choses extraordinaires. Avec 2 victoires contre les États-Unis et Slovaquie, personne ne s'attendait qu'on peut faire quelque chose comme ça avec un groupe qui vivait un pour l'autre avec beaucoup d'émotions. Puis, on vous voit là sur le banc de touche en train d'exulter pour la victoire contre les États-Unis. C'est pas rien, les États-Unis. C'est ça, c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire. Puis, écoute, c'était vraiment les beaux moments. Voilà, les Slovènes en hockey sur glace n'ont pas eu de médaille, mais je crois qu'il y a eu 2 médailles quand même pour votre pays aux Jeux Olympiques. Hein. C'était je pense, dans le biathlon. Biathlon et puis le snowboard aussi. Ça, une médaille de bronze en snowboard pour un petit pays, même si c'est un pays alpin, ça n'a pas la grandeur des autres grandes nations des Alpes. Bon, voilà, vous êtes revenus. Maintenant, l'objectif, c'est d'aller gagner ce titre pour le public grenoblois. Et puis, l'année du 50e anniversaire des Jeux Olympiques de Grenoble, ça aurait aussi une sorte de symbole. Ouais, écoute, on parle de gagner, mais il faut franchir déjà la prochaine étape, c'est Bordeaux. Il faut se concentrer un match à la fois. C'est comme ça qu'on fait depuis le début de saison. Puis, écoute, donner tout ce qu'on a. Puis, à la fin, écoute, pas avoir les regrets. Voilà, on va suivre évidemment sur Télé Grenoble la phase finale du championnat de France de hockey sur glace. Yves, alors on va changer de casquette avec vous, on va rester dans le sport, on va rester dans le sport d'hiver avec le sport adapté. Vous êtes président du comité départemental. Ça concerne quel type d'athlètes, le sport adapté? Des athlètes qui ont un handicap psychique ou mental. Donc on retrouve beaucoup d'autisme et de trisomie. En ce moment, dans quelques jours, la fin de semaine, va démarrer les Jeux paralympiques en Corée. Là, on est sur du handicap physique. Il n'y a pas le sport adapté dans cette grande messe? Non, pour l'instant, non, puisqu'il y a eu une exclusion sur les Paralympiques en 2000 ou 2004. Je ne me souviens plus trop, pour une équipe de volley-ball espagnole qui avait un petit peu des handicaps, très peu. On a réintégré depuis Londres le Paralympique d'été, mais on se bat pour pouvoir être présent, on espère beaucoup, sur les prochains Jeux Olympiques d'hiver à Pékin. Alors, en attendant les Jeux Olympiques, il y a un événement important qui se déroule en Isère cette semaine. C'est les championnats de France, ski alpin et ski de fond. Là, vous allez réunir plus d'une centaine d'athlètes. 170 skieurs, à peu près 110 en alpin et 60 en nordique, donc toute la crème qu'on peut retrouver sur toute la France. Et ça démarre jeudi matin pour l'alpin et le nordique aussi. Et l'après-midi, on retrouve le nordique sur Autran, jusqu'à samedi matin.
Là, on voit des images des championnats de France 2016. C'était à Réallon, dans les Hautes-Alpes. C'est les mêmes disciplines que dans le ski traditionnel? Sur le niveau 1, puisqu'on a 3 niveaux dans chaque discipline par rapport à la difficulté et le handicap. Donc sur le niveau 1, on retrouve exactement les mêmes contraintes que les courses qui peuvent exister sur le circuit traditionnel toute l'année. Alors, en face de vous, 2 skieurs de cette équipe de France de sport adapté. Mélanie, j'avais envie de vous demander votre spécialité, mais vous êtes championne du monde dans toutes les disciplines, hein, slalom, géant, super G. Ben, parmi les 3, j'ai pas de préférence, mais sur le centre, c'est le slalom, parce que c'est plus technique, et je m'amuse plus sur le slalom que géant et super G. Vous avez combien de titres mondiaux aujourd'hui? Aujourd'hui, j'en ai 4, donc en... 4 cette année, mais il monte la marque. Je crois qu'il y en avait eu 4 l'année dernière aussi. Voilà, donc ça fait 8 en tout, parce que je l'ai fait en Grèce l'année dernière. Cette année, rebelote, la même chose. Bref, c'est un peu, comment dire, pour moi, ça fait... Je sais pas comment vous le dire, en fait, donc... Non, mais c'est un beau palmarès, hein, à 22 ans, d'avoir autant de titres mondiaux. Benoît, vous êtes un petit peu plus âgé que Mélanie, je crois que vous avez 25 ans. Oui. Ça fait combien d'années que vous pratiquez le sport comme ça à haut niveau? Quand j'étais petit. Dès petit, vous avez démarré le ski. Vous avez un papa qui vous a mis les skis à l'étrier, si je peux dire. De participer à des compétitions comme ça, qu'est-ce que ça vous apporte? Gagner. Ouais, c'est l'envie de gagner qui vous motive. Vous vous entraînez tout au long de l'année? Oui. Comment ça se passe? Vous travaillez sur l'agglomération grenobloise? Oui, je travaille à Saint-Nazat. À Saint-Égrève, je crois. Oui. Et comment vous faites pour concilier le travail et les entraînements? Mon travail me libère pour jouer au ski. Il vous laisse libre. Ils ont un statut de sportif de haut niveau. Tout à fait, ils ont un statut sportif de haut niveau. J'aime le dire comme Teddy Riner, ils ont exactement le même statut. Et donc, grâce au contrat qu'on peut avoir avec les ESAT ou des entreprises, ça leur permet d'être libérés ils sont libres une fois par mois. Ils ont un stage équipe de France une fois par mois. Et en plus du travail, Benoît, lui, tous les jours, et Mélanie, ils ont des entraînements très spécifiques tous les jours. Salle de muscu, entraînement, physique, vidéo. Ils travaillent beaucoup en vidéo puisque ça les aide à travailler sur la muscu. Et Mélanie, aujourd'hui, elle travaille au comité puisqu'elle n'arrive pas à trouver de travail. Donc, on peut peut-être lancer un petit appel. Ah bah oui, elle a eu son CAP l'été dernier. Hein. Oui, tout à fait. Et elle recherche un emploi dans la cuisine, hein, Mélanie, c'est ça? Dans les collectivités. Dans les collectivités. Bon, si un employeur veut embaucher une multiple championne du monde de ski, il n'y en a pas tant que ça. Il peut contacter le comité. Alors, il y a le volet sportif, c'est aussi un moment de partage avec les familles, hein, ce genre de compétition. Oui, tout à fait, puisqu'on sera à peu près 300 personnes sur l'Escandie à Autran. Et ça permet aux familles de venir voir, de remercier aussi tous les entraîneurs qui, toute la saison, font un travail énorme sur tous les clubs, les éducateurs qui sont présents, les psychothérapeutes, etc. Donc, c'est beaucoup de personnes qui sont autour de ça et qui les aident psychologiquement à être forts et de se développer, parce qu'il y a beaucoup de développement par le sport et on leur trouve beaucoup d'équilibre. Ils avancent beaucoup sur l'autonomie et tout ce genre de problématiques. Alors, on a parlé de ski alpin, parce que tous les deux vous faites du ski alpin, mais il y aura également des compétitions de ski de fond pendant ce championnat. Bien sûr, c'est les images qu'on voit à l'heure actuelle. Donc, c'est beaucoup de ski de fond. Pareil, au championnat du monde, ils étaient aussi présents. On a ramené aussi quelques médailles au ski de fond, parce que c'est une grosse concurrence avec la Russie et le Japon. Et là, on était très fiers aussi de ramener 5 médailles, dont 2 pour Clément Colombie, qui a ramené 2 titres de champion du monde en T21. Et en T21, c'est trisomie 21. Trisomie 21. C'est une catégorie, il y a plusieurs catégories. Voilà, il y a une catégorie T21, puis ensuite une catégorie où on retrouve tous les handicaps. Il y aura un parrain également très connu dans le milieu du ski nordique pour cette édition. Très, je ne sais pas, peut-être Simon Fourcade. Simon Fourcade. Alors son frère est encore plus connu, mais Simon, c'est un des cadres de l'équipe de France de biathlon depuis une décennie. Et Simon nous a amené toute sa petite famille derrière, puisqu'on retrouvera Marie-Dora Imbert, on retrouvera Maurice Magnifica, tous les skieurs du Team Vercors qui ne seront pas là malheureusement,
puisqu'ils sont tous en compétition. Mais ils nous ont fait une petite vidéo qu'on aura, donc ça fera plaisir à tous les sportifs. Mais c'est très bien que des sportifs dits ordinaires viennent nous encourager sur ce type de manifestation. Donc le ski alpin, c'est à Lens-en-Vercors, et donc les épreuves nordiques, c'est de l'autre côté c'est Autran-Méaudre, oui, tout à fait. Autran-Méaudre. Cérémonie d'ouverture mercredi soir au Cairn à Lens-en-Vercors. Ah oui, puisqu'on parle de cérémonie d'ouverture. Mélanie, vous avez rallumé une flamme il y a quelques jours à Champs-Rousse. J'ai retrouvé les images, là voilà, cette flamme olympique. Comment vous êtes retrouvée là ? On vous voit là à côté d'un grand monsieur du ski alpin. Hein. Bah, je m'attendais pas à ça parce que je pensais qu'il y avait d'autres clubs, d'autres gamins de clubs que je connaissais pas. En disant, bah, moi je pensais pas du tout en fait. Donc, c'est une belle surprise. Ben ouais, c'était surprenant de ça en fait. Et c'était impressionnant de voir Jean Killy en face en fait. Oui, Jean-Claude Killy, le triple médaillé olympique des Jeux de Champs-Rousse il y a 50 ans, qui rallume donc la flamme avec la quadruple, ou je ne sais pas comment on dit, 8 titres. Je sais pas, je n'ai pas de terme pour ça. Mais ça aussi, c'était un beau symbole. Ah oui, tout à fait. Puis vraiment, ils ont été très à l'écoute. Champs-Rousse nous a vraiment mis en valeur. Et c'était très agréable pour Mélanie, parce que c'était une belle surprise. Et Jean-Claude Killy a beaucoup apprécié. Marielle Guatchel aussi. Et d'autres champions qui étaient là ce jour-là. Ouais. Et ben voilà, donc rendez-vous du 7 au 10 mars à Autran, Méaudre et Lens-en-Vercors pour ce championnat de France. Et puis vendredi et samedi à la patinoire Pôle Sud, en espérant qu'il y aura d'autres rendez-vous dans les semaines qui viennent, notamment pour la finale. On va terminer cette émission avec notre rubrique qu'on en a parlé. Ouais, parce qu'on essaye de faire un suivi sur ce qui se passe sur ce plateau quand certaines situations le méritent. Et il y a quelques jours, dans cette émission, on a parlé d'une cabane en Chartreuse. Elle se trouve sur les hauteurs du Sapé. Là, voilà, cette cabane un petit peu mystérieuse qui a servi de cadre à plusieurs films dans les années 70. Catherine Deneuve, Gérard Depardieu, Bernard Blier ou encore Jean-Paul Belmondo y sont passés, sans passer évidemment inaperçus à l'époque dans le petit village du Sapé. Les acteurs étaient dans le village, ils étaient hébergés à l'hôtel des skieurs, et donc tous les soirs c'était quand même une animation assez considérable. D'ailleurs, les habitants du Sapé venaient sur le lieu du tournage, j'avais mis une petite rubalise, ils ont suivi ça, et donc moi c'est l'ancien maire qui m'a raconté des scènes qui étaient vraiment assez joyeuses. On a encore des témoignages aujourd'hui de leur passage, d'autant plus que certains étaient aussi intéressés par les voitures, le passage du rallye de Monte-Carlo, et donc la famille Jaille de l'hôtel des skieurs les a tous rencontrés. Il a gardé les photos. Hein. Et Belmondo est venu d'ailleurs à ce moment-là avec Ursula Andress, qui était au Sapé, qui n'est pas dans le film. Alors, n'imaginez pas qu'il y avait autant de stars qui étaient venues séjourner au Sapé. Alors, c'était dans les années 70. Hein. Depuis, cette cabane est un petit peu retombée dans l'oubli, même si on en a parlé donc, il y a quelques jours sur Télégrenoble. Et suite à la diffusion de cette émission, Jérémy Libaud, un musicien de la région passionné de cinéma, nous a envoyé ces images. C'est celle d'un clip musical qu'il a justement tourné autour de cette cabane mystérieuse. Un endroit donc, qui inspire visiblement les artistes. Si vous allez vous balader prochainement du côté du Sapé, vous la verrez peut-être, cette cabane. Elle se trouve au lieu dit Planibert. C'est sur le domaine nordique de la station. Ça s'appelle le Chalet des Neiges aujourd'hui. Et pour se quitter, je vous laisse quelques instants avec notre musicien Jérémy Libaud. Bonne soirée à tous et on se retrouve demain pour d'autres aventures. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait.